Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres. Le comité célèbre la journée internationale des travailleurs. En Afrique, l'innovation et le numérique, clé pour atteindre l'égalité des genres. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulfisma Abdo, a participé à la réunion de la session extraordinaire du Conseil des ministres arabes et des Affaires sociales portant sur la situation humanitaire au Soudan, qui s'est tenue par vidéoconférence aujourd'hui, le lundi 1er mai 2023. Cette session a été présidée par la ministre des Affaires sociales du Qatar, présidente de la 42e session de l'Assemblée des ministres arabes des Affaires sociales. Au cours de la réunion, les discussions portaient sur la situation qui prévaut au Soudan et les mesures pour mettre en œuvre tous les efforts visant la sortie de crise. À l'issue des discussions, un projet de résolution a été adopté par le ministre arabe des Affaires sociales en vue d'apporter une assistance et un soutien humanitaire vu de la situation qui prévaut au Soudan. Les points essentiels de cette résolution visaient à soutenir financièrement et soulager les souffrances endurées par les populations impactées par la guerre via le Fonds arabe des Affaires sociales, à exhorter également aux deux parties de mettre en place un corridor d'assistance humanitaire et enfin à demander au bureau exécutif de l'Assemblée des ministres des Affaires sociales arabes de la Ligue arabe de mettre comme point prioritaire du jour de la 43e session ordinaire la question de la situation au Soudan. Dans son intervention, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités de Djibouti, Mme Oulfisma Abdo, a saisi cette occasion pour faire un compte rendu de toute l'assistance en logistique que la République de Djibouti a mis en place pour les évacuations humanitaires des étrangers résidant au Soudan. Le choix de la République de Djibouti pour la communauté internationale comme base logistique s'explique par sa situation géostratégique et stabilité dans une région perturbée par les conflits internes. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a également assuré que la République de Djibouti, en premier lieu, le président de la République, son Excellence, M. Saleh Marguelé, poursuivra cette assistance et son soutien en faveur du pays frère qu'est le Soudan. Ensuite, voici la déclaration du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Hassan, sur la décision qui a rapport avec les personnes étrangères en situation irrégulière qui sont venues des pays voisins. Et je cite, je profite de cette opportunité en ce 1er mai pour souhaiter une bonne fête à la population djiboutienne. Saisis cette occasion aussi pour vous faire part que le gouvernement hier a pris une décision qui a rapport avec les personnes étrangères en situation irrégulière qui sont venues des pays voisins. Cette décision a pour principale mission de protéger nos frontières. Il est de la vocation du gouvernement à veiller à la sécurité ou au bien-être de notre population. Cela implique aussi un impératif, celui de se mettre aux normes internationales en régulant la migration clandestine. C'est ainsi que dans ma déclaration d'hier, j'ai stipulé que les personnes sans papier qui ne travaillent pas puissent rester chez eux. Les autres qui résident dans notre sol, qui ont un emploi, celui-là doit se munir d'un justificatif de son tuteur ou paralégal, c'est-à-dire la personne pour qui il travaille, et ce, afin qu'il puisse travailler en toute tranquillité dans notre pays. Je voudrais que la population puisse nous accompagner pour la mise en vigueur de ce nouveau système. Il y a une infime portion parmi notre population qui porte des oreillères de l'importance que notre culture accorde à la paix et du respect que nous accordons aux personnes étrangères. Cette infime portion de notre population croit que cette mesure que nous instaurons aujourd'hui est synonyme de porter atteinte à ces personnes. Je tiens à mettre au clair ici, une bonne fois pour toutes, que tout individu qui porte atteinte à ces personnes étrangères sera conduit devant la justice. Et enfin, je tiens à dire à la population de ne pas écouter ces élucubrations sans fondement circulant sur les réseaux sociaux qui insinuent que la raison derrière ces mesures instaurées par l'État est à des fins mercantiles. Cela est absurde. Fin de citation. Autre actualité de ce journal, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdon, a présidé ce matin une cérémonie de signature d'une convention de partenariat portant sur la construction du nouveau siège de la Cour suprême de Djibouti, situé à l'ancienne gare ferroviaire de la capitale. L'accord a été paraphé par le secrétaire général du ministère de la Justice et le responsable du développement commercial de la grande société saoudienne du secteur du bâtiment. Ce projet de construction sera financé par le Fonds saoudien de développement et sera exécuté dans un délai de 2 ans. La cérémonie de signature de l'accord a vu la participation de l'ambassadeur de l'Arabie saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Madar, le procureur général
M. Jam Suleiman, ainsi que les conseillers du garde de Sceaux, à savoir M. Ali Moussa Epié et Idriss Ali Hamed. À la fin de la cérémonie de signature d'accord, le conseiller du garde de Sceaux, M. Ali Moussa, a réagi sur nos micros et a tout d'abord souligné que cet accord est le fruit de l'excellente relation entre Djibouti et le Royaume de l'Arabie Saoudite. Le conseiller a indiqué également que les travaux de construction de ce nouveau bâtiment vont débuter dans 2 mois et seront exécutés dans 2 ans. À l'instar du reste du monde, la fête du travail a été célébrée ce mardi en République de Djibouti. Cette journée internationale du travail avait pour thème cette année santé et sécurité au travail. Une cérémonie riche en couleurs a été organisée à cet effet par l'Union générale des travailleurs djiboutiens, connue dans son acronyme UGTD. De nombreux travailleurs issus aussi du public et du privé se sont retrouvés lors de cet événement qui a vu la présence notamment du principal responsable de l'UGTD. Il importe de souligner que la fête du 1er mai 2018 marque le 44e anniversaire de la création de l'UGTD qui œuvre depuis lors pour le respect des droits des travailleurs en s'appuyant sur les textes en vigueur de notre pays. Dans son allocution faite à la veille de la célébration de la fête du travail, le ministre du Travail en charge de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Hadi, a énuméré les avancées réalisées au cours de ces derniers temps. Et je cite, « Le ministre du Travail maintient un dialogue fructueux avec les partenaires sociaux. En effet, mon département porte très à cœur la question de la santé et la sécurité du travail, sujet crucial pour les travailleurs qui constitue le thème de la conférence internationale du travail de cette année. » Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs djiboutiens, M. Ediouni Souabeli, a fait un compte rendu et devant le public, il présente les avancées. Certains engagent pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Voici son extrait. De bonheur, de santé et de vérité à l'endroit de toute la masse laborieuse djiboutienne et l'ensemble du peuple djiboutien sans distinction. Je voudrais évoquer les avancées notoires qui ont été enregistrées depuis la mise en vigueur de l'assurance maladie universelle dans notre pays et profitant de cette occasion, je tiens à rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Aujourd'hui, grâce à ces programmes, toutes les couches sociales djiboutiennes profitent pleinement des prestations de services efficaces et accessibles car l'assurance maladie entre l'opportunité des populations, toutes catégories sociales, confondues de se soigner dans les centres de santé de la capitale et dans les régions de l'intérieur. De plus, l'impact positif de l'assurance maladie étant qu'il offre à chaque citoyen, qu'il soit issu de la classe moyenne, pauvre et aisée, dont l'état de santé nécessite des soins spécialisés à l'extérieur de Djibouti, de bénéficier d'un dispositif d'une prise en charge à l'étranger pour l'évacuation sanitaire. Or, auparavant, seulement les personnes fortunées pouvaient se rendre à l'étranger pour se soigner. Cela témoigne que l'assurance maladie a établi un système égalitaire de chances au sein de la population et une équité probante, surtout tous concitoyens titulaires d'une carte d'assurance maladie peuvent accéder sans distinction, non-discrimination ni classe sociale. Pour cela, nous appelons que les entreprises nationales, bibliques et parabibliques qui ont cessé d'honorer les versements de leurs charges et cotisations sociales ou qui ne s'acquittent pas régulièrement de leurs charges doivent régulariser pour ne pas entraver le bon fonctionnement du régime assurance maladie composante majeure de la CNS. Cette journée de 1er mai qui reste toujours dans le corps de tous les travailleurs a été l'occasion de discuter et de débattre la santé et la sécurité au travail, notamment l'assurance maladie universelle. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs djiboutiens, M. Ediouni Souabeli, a organisé une rencontre d'échange et de discussion avec des représentants des évacués sanitaires djiboutiens en Turquie. C'est dans ce cadre que l'assurance maladie universelle, les évacuations sanitaires ont été prises en charge entièrement par le gouvernement de Djibouti. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs djiboutiens a encouragé les évacués sanitaires de poursuivre leur consenti de solidarité et d'entraide sociale. S'il y a un combat que je souhaiterais particulièrement relever, c'est celui de la défense
sur notre patrimoine commun qu'est la santé et la sécurité, a-t-il indiqué le secrétaire général Saïd Youssef Ouaberi. Les bénéficiaires des prises en charge médicales en Turquie ont, avec le cœur soulagé et avec une émotion particulière, ont à tour de rôle remercié le président de la République, Al-Hajj Ismaël Mahele, d'avoir initié l'assurance maladie universelle, qui est l'une des plus ambitieuses réformes de la politique sociale. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, et le ministre du Budget, M. Ismaël Ibrahim Roble, ont présidé le lancement de la table ronde axée sur le financement de la vaccination qui s'est tenue le 27 avril. L'atelier a eu la participation de la représentante de l'UNICEF, Mme Beate Dastel, du représentant de l'Alliance Gavi, du secrétaire général du ministère de l'économie, M. Abdelrazak Ahmed Idriss, et du représentant de l'OMS, M. Farhad Hanno Farah. A été aussi la présence de plusieurs experts nationaux et internationaux du cadre du département également de la santé et des représentants d'organismes onusiennes et les partenaires techniques qui ont assisté à ces travaux. On est, grâce au soutien de l'Alliance Gavi avec le leadership du gouvernement de Djibouti, les travaux de la table ronde a suscité un engagement de haut niveau autour des sujets spécifiques au financement de la vaccination et la transition. Le livre de cet engagement de haut niveau sur le financement de la vaccination a eu pour effet de réunir toutes les principales parties prenantes nationales impliquées dans la vaccination ainsi que les partenaires internationaux pour discuter des défis et des possibilités d'accroître le financement national des programmes de vaccination. Dans la perspective de la transition vers un financement entièrement autonome de vaccins en 2030, il s'agit d'établir une forme de dialogue sur l'identification de stratégies de mobilisation des ressources nationales et les moyens de les mettre en œuvre d'ici à 2030. Ainsi, divers acteurs ont partagé leur expertise et leur connaissance en tant des données probantes sur le financement de la vaccination, les performances du secteur de la santé, le contexte politique et socio-économique de Djibouti. Cet exercice introspectif vise à venir à un autofinancement total d'ici 2030 en mettant en place des stratégies de mobilisation de ressources pérennes, en renforçant les organes de gouvernance de la vaccination, les capacités de planification, de budgétisation et d'affectation de plus de ressources à la santé. Le ministre de la Santé, toujours le Dr Ahmed Roble Abdillah, a reçu dans son cabinet pour une réunion de travail le directeur général des programmes de Gavi, M. Tabani Mafosa, qui arrive le vendredi 28 avril 2023, accompagné du coordination. En participé à cette audience, cette réunion de travail, la représentante de l'UNICEF, Mme Destel, le représentant adjoint de l'OMS, M. Farhad, le conseiller principal du ministre de la Santé, M. Abdelkader Mohamed Garad, ainsi que les cadres du ministère de la Santé. Pour rappel, Gavi, l'Alliance pour les vaccins, est un partenaire public-privé qui contribue à la vaccination de la moitié des enfants du monde contre les maladies les plus mortelles et joue également un rôle clé dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en faisant les systèmes de santé, en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre Ebola, le choléra, le méningocoque et la fièvre jaune. À la suite de la réunion de travail avec le ministre de la Santé, M. Mafoua et son équipe se sont rendus pour une visite de travail à la polyclinique Farhad. Le directeur général a été accueilli à son arrivée par le médecin-chef et a effectué une visite des différents services de la polyclinique, et plus particulièrement de l'unité de vaccination. L'équipe de Gavi est réjouie de la collaboration des différents services de santé courant à la vaccination des enfants. Direction reçue du pays Ali Sabiou en marge de sa mission de travail en République de Djibouti, le directeur général des programmes de Gavi, M. Tabani Mafosa, accompagné de forte délégation, se rendit dans la région d'Ali Sabiou. Le directeur général des programmes de Gavi était accompagné par le représentant de l'UNICEF, du représentant adjoint de l'OMS, du conseiller principal du ministre de la Santé, M. Abdelkader Mohamed, le coordinateur national des programmes de vaccination, M. Daoud Ahmed. À son arrivée à l'hôpital régional de la ville Asseldjoug, M. Tabani Mafosa a été accueilli par le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, M. Chalmark Hassan Alale, mais aussi le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sabié, le Dr Abraham, ainsi que l'ensemble du personnel militaire et administratif de l'hôpital régional. Après un bref entretien entre les différents responsables, le directeur régional a proposé à sa visite une visite de l'ensemble des services de l'hôpital régional d'Ali Sabié. Le directeur général des programmes Gavi, M. Mafosa, a pu s'entretenir durant sa visite avec les responsables des différents services de l'hôpital ainsi que les représentants de la société civile.
vraiment fiers d'être ici avec notre alliance de vaccination, avec le directeur de Gavi, avec bien sûr OMS, nos partenaires, et nous, l'équipe de l'UNICEF. On est vraiment fiers de toute l'équipe ici, de ce que vous faites et de ce que vous avez atteint. On a eu la chance de voir vraiment l'hôpital et on nous a bien expliqué tous les éléments. Non, on est ici pour voir la vaccination, le stock de vaccins. Et c'était vraiment impressionnant parce que la qualité est haute. On peut voir que la ligne de froid, ça fonctionne. Et on peut aussi apprendre comment on prend en charge les enfants ici. Parce que ça, pour nous, l'UNICEF, c'est au centre, au milieu de notre activité. Ensuite, retour à la capitale, à Djibouti, où le ministre du Commerce et du Tourisme, Son Excellence M. Mohamed Ouad Samali, a visité ce matin le bateau croisière Silver Cloud. Le ministre accompagné du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Ali Daoud, du directeur de l'Agence nationale du tourisme, ont été accueillis par le commandant du bateau et des membres de son équipage. Ce bateau croisière Silver Cloud est un bateau croisière de classe internationale qui fait des activités croisières et est passé par plusieurs pays dans notre pays et transporte plus de 150 passagers et plus de 227 équipages. Accosté au port de Djibouti samedi et va séjourner 3 jours à Djibouti. Les passagers de plusieurs nationalités qui sont à bord de ce bateau ont pu visiter la ville de Djibouti et ont pu également découvrir différentes diversités culturelles, artisanales et gastronomiques djiboutiennes. Durant leur séjour, ils visiteront les endroits touristiques tels que le lac Assal, le Goubet, les îles Boucha et les rifts des régions. Suite à l'effort de l'Agence nationale du tourisme, en partenariat avec les partenaires jordaniens et partenaires locaux, que ce bateau est accueilli à Djibouti. Le secrétaire général du tourisme et du commerce et du tourisme a indiqué que l'arrivée de ce bateau croisière témoigne la place importante qu'occupe le tourisme à Djibouti. On écoute un aide de sa réaction. C'est une occasion particulière dans la mesure où ce bateau transporte plus de 4 passagers, sans parler des équipages, de l'équipage. Comme vous le savez, une croisière dure des mois pendant plus d'1 an, du pôle nord au pôle sud.
mais la particularité, c'est que des points d'arrêt sont identifiés par ces croisières-là. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement honorés de recevoir le Silver Sea, qui est un grand bateau de croisière et qui a choisi dans son itinéraire la République de Djibouti de par les services et les sites touristiques uniques qu'ils ont identifiés pour la destination du Djibouti. Cela démontre encore une fois que notre pays est une destination prisée par les touristes internationaux. Cela nous conforte en tant que ministère et en tant qu'autorité en charge du tourisme dans les efforts fournis par le gouvernement en faisant du secteur touristique un secteur prioritaire pour la transformation de notre économie. Et il faut construire sur ces efforts-là. Nous avons reçu une visite guidée du commandant de bord qui nous a assuré que dans la mesure où le canal de Suez est un canal très fréquenté par les bateaux de croisière au cours de toute l'année, le nécessaire sera fait pour pouvoir correctement promouvoir et vendre la destination de Djibouti afin qu'elle soit sur l'itinéraire de plusieurs voyages de croisière. Autre actualité de ce journal, le président des autorités de port et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a eu le plaisir de recevoir hier après-midi à Djibouti International Tower, situé à PK23, le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahlan Ali Medel, qui a remis une série de timbres encadrés illustrant les nombreux projets entrepris par le DPFZA et le GHIH à ces institutions. Dans le cadre de l'émission de la Poste de Djibouti au profit des projets stratégiques de l'autorité des ports et zones franches, la série de timbres spécialement imprimés vise à célébrer les projets de développement en cours à Djibouti réalisés par l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et Great Hall Investment Holding. L'objectif principal est de promouvoir nos infrastructures à la pointe de la technologie et de travailler conjointement sur des interactions telles que le e-commerce. Le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, a lancé ce dimanche 30 avril 2023 un atelier de formation en ingénierie de l'approche par compétences destiné d'une vingtaine de conseillers pédagogiques de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À cet effet, des conseillers pédagogiques de l'ETFP, les concepteurs de manuels du CRIPEN, ont été retenus pour être accompagnés aux différentes étapes de l'ingénierie et de l'approche par compétences. Cet atelier de formation s'est déroulé au CFF Omar Guelleh Ahmed en présence de la directrice générale du CFF, Mme Aïcha Farah, l'inspecteur général de l'ETFP, M. Mahdi Omar Farah, l'inspecteur des métiers de tertiaire, M. Ahmed Ibrahim Bouh, ont participé à cet atelier. La formation en ingénierie de l'APC se tiendra au CFF du 30 avril au 11 mai 2023 et sera animée par trois experts, M. Corneille, chef de mission, M. Kouyaté et M. Esso Hadina de l'Organisation internationale de la francophonie de l'Institut de la francophonie de l'éducation et de la formation. L'objectif de cette formation est de former des concepteurs et des méthodologues pour l'entremise de l'organisation d'une analyse de situation de travail et de l'élaboration d'un référentiel métier-compétences. Sport à présent, les joueuses de l'équipe nationale de handball ont regagné le pays aujourd'hui après leur participation remarquable à l'IHF Trophy Handball à Dar es Salaam en Tanzanie. À l'aéroport, plusieurs responsables du secrétariat d'État chargés au sport, conduits par le directeur général de l'Agence nationale des sports, M. Mohamed Ali Omar, leurs familles et leurs fans les ont accueillis avec tous les honneurs. En effet, l'équipe a réussi à se classer 4e lors de ce tournoi. C'est une belle performance et un record pour le handball djiboutien. Les joueuses ont été saluées pour leur sérieux, leur détermination et leur esprit d'équipe tout au long de la compétition.
À leur descente à l'aéroport, ces dernières, avec leur staff, étaient visiblement fiers de leur performance et ont exprimé leur gratitude envers leurs supporters. Ils ont pu également souligner l'importance de cette expérience pour le développement du handball dans le pays. On remercié les autorités pour leur soutien. Cette quatrième place est un véritable exploit pour Djibouti qui cherche à se faire un nom dans le monde du sport international. Les joueuses ont promis de continuer à travailler dur afin de représenter fièrement leur pays. Et sur la scène mondiale, le président de la fédération, M. Ahmed Mohamed, a également souligné l'importance de ce genre de tournoi pour le développement du handball dans le pays. Il a fait savoir que ce résultat pourrait être un déclic et permettra aux joueuses d'exploiter leur talent individuel. Pour l'occasion, le directeur général de l'ANPS, M. Mohamed Farah, a organisé une réception pour ces Amazones qui ont représenté dignement le pays. Il était question de les remercier et les féliciter pour le parcours et l'exploit avant de les encourager pour pouvoir viser encore plus haut. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, les pouvoirs publics africains s'efforcent de lever les disparités entre les sexes pour permettre aux femmes de bénéficier de mêmes droits que les hommes et impulser ainsi le développement par la participation de tous. C'est aussi l'objectif du Forum international de Victoria, dont la 6e édition s'est tenue en terre sénégalaise du 24 au 30 avril. Cette année, les participants ont discuté du statut des femmes dans la réalisation de l'égalité des sexes sous le thème de l'innovation et de la technologie à l'ère numérique. Cette rencontre a permis aux femmes leaders à travers le continent d'échanger sur la place des femmes dans le numérique. Selon la sénatrice ivoirienne Marie-Irène Richmond, la Côte d'Ivoire a abordé très tôt les questions de genre en lançant un projet d'alphabétisation des femmes avec un volet numérique pour répondre aux préoccupations des femmes en milieu rural. Selon le rapport de l'UNESCO 2021 sur la science, les femmes ingénieures dans l'innovation et la technologie ne représentent que 28% et celles de l'intelligence artificielle 22% à l'échelle mondiale. Pour combler ce fossé, il est donc urgent pour l'Afrique d'intégrer les questions de genre dans tous les secteurs au cœur de la transformation vers une transition numérique globale entre les hommes et les femmes. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.